Bonjour. Clairement, j'ai quelque peu de retard en ce qui concerne les updates lecture puisque j'ai une vingtaine de livres et de BD compris, dont je ne vous ai jamais parlé dans les booktubes comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Il était vraiment temps que je reprenne ces updates lecture. Encore une fois, dans les 3 livres dont je vais vous parler, il y a un lien, puisque ces 3 livres vont nous parler d'affaires criminelles liées aux enfants. Oui, je sais, c'est de très bon goût. Première affaire criminelle avec Les Doigts Rouges de Geiko Higashino. On est directement dans le sordide. On va suivre au début du roman en tout cas un père de famille pour qui tout semble bien aller. Il a une femme, un fils, il vit avec sa mère qui a par contre quelques problèmes de santé. Lui est un employé plutôt modèle, il est d'ailleurs un soir encore au travail quand sa femme l'appelle et elle lui demande de rentrer urgemment chez lui parce que quelque chose ne va pas mais elle ne veut pas lui en dire plus par téléphone. Ce type décide donc de rentrer chez lui pour voir un peu quel est le problème et il trouve le corps d'une petite fille dans son jardin. Il va très vite se rendre compte que sa femme n'est pas la meurtrière mais bien son fils adolescent qui s'en fout royalement complètement de ce qu'il vient de faire et qui est enfermé dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo. Son fils est carrément une tête à claque, l'enfant pourri gâté qui ne se rend même pas compte qu'il vient de tuer une petite fille. Il faut le faire. L'histoire m'a totalement intéressée parce que justement on est dans l'atypique puisqu'on est avec un adolescent meurtrier qui plus est totalement à côté de la plaque. Il va aussi y avoir une réflexion sur la relation familiale en fait qu'entretiennent tous les membres de la famille qui est peut-être aussi un peu un trait caractéristique de la famille japonaise mais qui peut tout à fait correspondre à n'importe quelle famille de n'importe quel pays. Évidemment, quand le père de famille rentre chez lui et qu'il découvre le cadavre de cette petite fille, il y a plusieurs choix qui s'offrent à lui. Soit il va à la police et il dénonce en fait son propre fils, soit il décide donc de cacher la vérité et de cacher le corps. J'aurais pu créer un suspense, mais on sait en fait directement que le père choisit d'aller cacher le corps de la petite fille puisque sa femme l'a totalement persuadé que leur fils est un saint et qu'il ne mérite pas qu'on le balance aux policiers. Ce n'est pas forcément une histoire qui m'a totalement passionnée et dans laquelle je suis rentrée à 100%, mais je l'ai trouvée vraiment différente et ça m'a plu dans l'ensemble. C'est le moment du livre L'affaire du petit Lucas de Nicolas Mangeli. Alors là, ce livre, autant le premier, je suis pas rentrée dedans totalement, mais là, j'étais à fond, vraiment, à tel point qu'il y avait un ami de mon copain qui était à l'appartement, j'ai mis mon casque et j'ai lu ce livre pendant au moins 2 heures, en niant la personne qui était là. C'est pas très sympa, mais les personnes qui me connaissent savent que parfois c'est comme ça. Je préfère lire que parler aux gens. Je vois pas où est le problème. L'affaire du petit Lucas est une histoire vraie, ça s'est passé en Suisse. Il y a eu énormément d'articles écrits dessus. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de cette affaire et j'ai découvert à travers le livre et c'est quelque chose d'invraisemblable, mais totalement invraisemblable. En 2002, le petit Lucas est retrouvé par sa mère à moitié dénudé à quelques mètres de chez lui dans la neige. Il était alors en état d'hypothermie assez sévère, il était à l'article de la mort, mais il va quand même réussir à vivre, par contre il va être lourdement handicapé. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est de savoir ce qui s'est réellement passé. En fait, si vous voulez, la mère de famille a juste quitté la maison pendant quelques minutes pour aller chercher des médicaments pour les donner à son mari qui travaillait. Et c'est dans ce laps de temps que tout s'est passé. Et évidemment, elle a ordonné à ses enfants de ne surtout pas sortir de la maison. Ils étaient 2, donc il y avait Lucas et son petit frère, et ils ont décidé, malgré l'interdiction de leur mère, d'aller promener le chien qui était plutôt un chiot, un berger allemand, qui avait 6-7 mois. Le chien est très important dans l'histoire. Ils décident donc d'aller promener ce chien, voilà, et quelques minutes après, la mère retrouve son enfant complètement dénudé, son deuxième enfant un peu plus loin, un peu traumatisé, et le chien qui court. Évidemment, il va y avoir une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé pendant ces quelques minutes. Et les policiers vont arriver à la conclusion que tout est de la faute du chien. Cela paraît totalement invraisemblable. Bien évidemment, c'est le père qui écrit ce livre, donc il a sa propre version des faits, il veut protéger son enfant. Donc à un moment, je me suis dit, est-ce que lui n'inventerait pas forcément inventé, mais il a sa propre version, est-ce que peut-être il pourrait pas accepter la vraie version des faits pour quelques raisons, parce que c'est son fils. On peut se demander ça, mais est-ce que vraiment vous pensez qu'un chien
peut dénuder un enfant. En fait, si vous voulez, on a retrouvé ce petit garçon à moitié dénudé, mais surtout ce qui est important, c'est qu'on a retrouvé ses habits en tas un peu plus loin. Donc les enquêteurs ont imaginé que le chien, en fait, aurait attaqué l'enfant et que l'enfant, pour se débattre, aurait enlevé ses vêtements et qu'après il se serait évanoui, que le chien l'aurait attaqué. Sauf qu'un chien, quand ça attaque, ça mord et que l'enfant n'avait aucune morsure sur lui, passons, et que donc l'enfant qui voulait empêcher le chien de l'attaquer aurait quand même pris le temps de mettre tous ses vêtements en boule à un endroit. Bien évidemment, les parents réfutent totalement cette théorie et ça fait des années qu'ils se battent pour qu'on sache enfin la vérité. Et le pire, c'est que on ne sait toujours pas ce qui est arrivé. On pourrait se dire que son frère qui était avec lui aurait pu donner sa version des faits. Le problème, c'est que son frère était assez petit, je pense qu'il avait quelque chose comme 3 ans, en état de choc, donc il n'était pas du tout capable de parler. Et quand les gens ont essayé, enfin les personnes compétentes ont essayé de l'interviewer, il est très facile de diriger un enfant dans une direction. Après, il y a évidemment Lucas, qui s'est réveillé, qui est toujours vivant. Le problème, c'est que lui aussi a perdu la mémoire à ce niveau-là. Il y a aussi d'autres petites invraisemblances, notamment avec l'hôpital, avec les médecins, la façon dont ils ont traité l'enfant. L'enfant aurait peut-être pu être moins lourdement handicapé, en tout cas s'il avait été traité beaucoup plus tôt. Après, ça, ce sont des erreurs médicales. Et personnellement, rien qu'avec les faits, je ne me permets pas du tout de juger quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce livre, c'est justement qu'en nous donnant les faits, on se dise que la théorie des policiers ne tient absolument pas. Et franchement, à la fin, quand j'ai terminé le livre, j'aime bien avoir les deux côtés de l'histoire. Donc j'ai essayé de chercher sur internet, de voir s'il n'y avait pas une autre version. Quelqu'un qui dirait que le père de Lucas affabule totalement et qu'il ne donne pas du tout les faits. Et en fait, non. Je n'ai trouvé aucune contradiction, aucune contrepartie en fait sur internet qui dirait que le père affabule totalement. J'avoue aussi que j'aime beaucoup tout ce qui est affaires criminelles, donc ça m'a totalement happée. Si ce genre d'histoire vous intéresse, je vous recommande ce livre parce qu'il est extrêmement bien fait et contrairement à ce que j'aurais pu croire au début, comme je vous le répète, c'est écrit par son père, ça aurait pu être très très dirigé, ça ne l'est pas forcément. Pour ce dernier livre, je retrouve Patrick Sénécal. Patrick Sénécal qui est un de mes auteurs préférés dans tout ce qui est roman, thriller, horreur, parce que je trouve que c'est toujours extrêmement bien fait. Le titre du livre, c'est Les 7 jours du talion. On va suivre un médecin, Bruno Hamel, de 38 ans, qui a une vie plus ou moins parfaite, donc parce qu'il est médecin, il a une femme et il a une charmante petite fille, sauf qu'un jour, sa petite fille va être sauvagement tuée. Il y a quelques détails et c'est pas franchement joli à voir, elle va être tuée et aussi violée. Il se trouve que l'auteur présumé des faits va être très vite arrêté. Bruno Hamel va donc élaborer un plan, une vengeance horrible, c'est qu'il va kidnapper le violeur et le tueur présumé de sa fille pendant 7 jours avant de le tuer. Bruno va donc évidemment tout mettre en œuvre pour éviter que les policiers ne sachent où il a caché le présumé violeur de sa fille et où il va le torturer. Les policiers, quant à eux, c'est leur boulot, ils vont tout faire pour éviter que Bruno ne tue ce type et qu'il ne le torture trop. Et là, on a aussi toute l'opinion publique parce que finalement, un père de famille qui torture et veut tuer le violeur et le tueur de sa fille. C'est bon ou mauvais? Et c'est toute la question dans le livre, et moi-même je me suis posé la question 1000 fois à travers le livre, et qu'est-ce que nous on ferait à sa place? Est-ce vraiment mal de vouloir lui faire du mal? Est-ce pas le retour des choses? Je vous laisse répondre à cette question. Vous avez 1 heure. L'opinion publique va se diviser, il y a ceux qui sont d'accord avec le choix de ce docteur, et il y a ceux qui sont contre. Parce que même si c'est un violeur et un tueur, il devrait quand même être jugé. Âme sensible encore une fois avec Patrick Sénécal, s'abstenir puisqu'il y a quelques scènes un peu difficiles peut-être à lire. Mais ce que j'adore avec cet auteur, c'est qu'il n'y a jamais de scène d'horreur inutile. Il ne va pas montrer du sang pour montrer du sang. Tout a un sens. Pendant ces jours de torture, on va bien évidemment avoir l'état psychologique de ces deux personnes, c'est-à-dire du torturé et du tortionnaire. Et c'est aussi extrêmement bien fait.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez les affaires criminelles, pas forcément avec des enfants, juste parfois les affaires criminelles. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.